Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, on vous le dit depuis ce matin, Gilles Albou, le recteur de Mayotte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on va pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Première question, très simple, est-ce que oui ou non, info, intox, la rentrée des classes, c'est bien le 14 mai. Est-ce que le 14 mai, les premiers gamins vont rentrer en classe? Oui ou non? Alors, dans l'état actuel des choses, et jusqu'à nouvel ordre, oui. D'accord. Donc Voilà. à la minute où on parle, c'est oui. Alors, les gamins est-ce que rentreront le 14. Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour vous expliquer 3 points? Bien sûr. D'abord, confinement ou pas confinement? Oui. Ça ne nous appartient pas. C'est une décision qui va être prise avec, évidemment, les préconisations de l'ARS. En métropole et jusqu'à présent, sur l'ensemble du territoire, a priori, le déconfinement commence de manière progressive le 11. Oui. Pour tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, il peut y avoir des endroits où l'épidémie, je parle bien de l'épidémie, n'est pas contrôlée, où ça dérape et on mettra des warnings. Si c'est le cas à Mayotte, évidemment, on reverra le calendrier. Je parle de l'épidémie sur un territoire précis. Pour l'instant, il est difficile aujourd'hui de se prononcer sur l'évolution de l'épidémie à Mayotte, qui est, comme le dit la directrice de l'ARS, plutôt contrôlée, maîtrisée. Oui. C'est ce que j'entends tout le temps. Et donc, et au regard des chiffres de Mayotte par rapport à ce qu'il y a en métropole, si on fait des ratios, évidemment, c'est toujours trop de morts, mais enfin, quand même, on est dans une situation maîtrisée. Donc, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans un calendrier de déconfinement progressif, ou certains disent confinement allégé. Je comprends pas très bien la différence, mais on va dire déconfinement progressif à partir du 11 mai. Et donc le 14. Progressif. Ouais. Deuxième point. Ouais. Quand on déconfine progressivement, ça veut dire qu'on relâche un peu les taux, Ouais. et ça veut dire qu'on fait redémarrer d'autres activités. Pour l'instant, on va dire de manière schématique, il y a 3 activités, on va dire, qu'on a maintenues, et on peut saluer d'ailleurs tous les personnels qui se mobilisent pour ces 3 activités qui tournent autour de soigner, La santé. protéger, avec les forces de l'ordre, et nourrir. Ouais. Tout le monde comprend que même dans un confinement strict, ce sont les 3 activités qu'on ait maintenues. Bien sûr. Et derrière, tout ce qui contribue à faire que ces 3 activités peuvent se maintenir. Le président de la République, et là on fait de la vraie politique, avec un grand P, a dit dans le cadre d'un déconfinement progressif, des activités vont reprendre, et dans les activités qu'on pourrait dire prioritaires en deuxième rideau, et je pense indispensable à une nation, c'est enseigner, éduquer. Ouais. Et évidemment, il faut qu'on donne aux enfants, à leurs familles et aux enseignants des garanties pour que cette reprise progressive se passe dans les meilleures conditions. Donc, vous voyez le fil. Est-ce qu'on déconfine? Est-ce qu'on passe d'un confinement strict à quelque chose de plus ouvert et d'un déconfinement progressif? Pour l'instant, j'entends partout et de la part de tout le monde, plutôt oui. Quelles sont ensuite les activités qu'on ouvre? Et là, c'est un choix politique de toute nation et tous les autres pays qui commencent à déconfiner commencent à réouvrir progressivement les écoles. Je pense qu'on est un pays qui a vocation à être, on va dire, un peu avancé. Et donc, on a fait les mêmes choix. Et donc, troisièmement, évidemment, on a 3 semaines, 4 semaines, on verra pour certains niveaux, pour tout mettre en œuvre pour que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions. Imaginons effectivement que les premiers gamins rentrent le 14 avril. Ça vous a pas échappé, il y a quand même une levée de bouclier. Il y a quand même une levée de bouclier. Qu'est-ce que j'ai dit, avril? Excusez-moi. Pardon, 14 mai. Il y a une levée de bouclier. À commencer, pardon, mais les déclarations de Dominique Voynet ne vont pas dans le sens que vous dites. Elle va plutôt dans le sens d'un déconfinement après le ramadan, pour fin mai, en disant le retour à l'école tout de suite, elle y est pas forcément favorable. On a le sentiment qu'il y a quand même 2 discours, parlons clairement, on a le sentiment qu'il y a 2 discours. Et honnêtement, quand on est média et grand public, on se perd un peu les chèvres. Alors,
moi, j'échange un peu avec Dominique Voynet. Vous J'imagine. imaginez bien qu'on se parle. Et moi, je ne suis pas là à ces conférences de presse régulières où, quand je l'appelle ou quand j'appelle son directeur de cabinet, on me dit « Mais non, elle n'a pas dit du tout ça. » Donc, puis après, je lis les journaux et je vois ce qu'elle a dit. Donc, moi, je m'en tiens aux échanges que nous avons. Nous sommes en COD donc, tous les jours avec le préfet. Et à chaque fois, il y a Dominique Voynet ou un représentant de l'ARS. Et jusqu'à nouvel ordre, nous travaillons sur une reprise progressive à partir du 11 mai. Je vous expliquerai évidemment le calendrier qu'on met en place au niveau de l'éducation nationale et nous continuons à travailler là-dessus. Après qu'on nous dise qu'effectivement ça va être progressif et que tout ne sera pas rentré avant la fin mai, mais c'est ce qu'on dit aussi. Et vous avez entendu le ministre qui dit ça va se faire sur 3 semaines. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait proposé aussi. Évidemment que le ministre discute avec ses recteurs, il discute avec les organisations syndicales, il discute avec les organisations de parents, il discute avec les maires, avec les élus, il regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays et tout le monde, globalement, est d'accord aussi sur cette progressivité. Enfin, quand vous dites tout le monde, vous recevez, vous lisez la presse, les chauffeurs de bus pour le transport scolaire tirent la sonnette d'alarme. Rafsa pour les familles tire la sonnette d'alarme. On a également les enseignants, la FSU, qui tire la sonnette d'alarme. Vous entendez quand même ces sonnettes d'alarme? Non seulement je les entends, mais en plus, il faut y apporter des réponses. Moi, j'ai entendu Rafsa, représentante des parents d'élèves chez vous hier, qui dit il y a un protocole, il y a ceux qui vont rentrer à telle date, il y a ceux qui seront prêts, il y a ceux qui seront pas prêts. Nous disons ça. Et elle a dû vous dire, désolé, j'ai pas écouté tout l'interview, mais j'en ai écouté des passages, que globalement, les parents aujourd'hui, ils sont on va dire, en phase en termes de calendrier et de préconisation avec ce que nous proposons. Maintenant, il y a des alertes, comme vous le dites. Il y a des questions. Moi, j'étais hier légitimes, mais complètement légitimes. Des questions des parents, des questions des enseignants, des questions des transporteurs qui nous disent est-ce qu'on sera prêt et qui nous disent surtout on veut telle et telle et telle garantie. Et puis j'ai lu, il y a un communiqué de l'association des maires qui nous dit aussi nous on a peur de pas être prêts parce qu'on a peur de manquer de gel, on a peur de pas avoir assez de moyens pour faire les nettoyages, etc. Très bien, ce sont des questions qu'on pose. Alors, évidemment, on va me dire encore que je suis le chargé de communication du préfet, n'est-ce pas, parce que, voilà. Mais derrière, on a la chance quand même d'avoir un préfet et toute une équipe qui écoute ces demandes, qui met tout en branle pour que des réponses soient apportées dans les temps voulus. Et c'est une question de logistique, de préparation. On a 3 semaines. Donc, évidemment que tout le monde est sur le terrain, tout le monde est mobilisé pour apporter des réponses. Et vous parliez de Dominique Voynet, vous parlez de l'ARS. L'ARS a un rôle à jouer. Nous, on va mettre en place un groupe de travail avec justement l'ARS pour apporter des réponses aussi sur des préconisations sanitaires. Chacun fait son travail. Le recteur, aujourd'hui, il organise cette rentrée progressive pour que pédagogiquement et éducativement, j'y reviendrai, on puisse proposer quelque chose pour que tous les élèves en régime de croisière puissent, une fois par semaine, ou pour le second degré, une semaine sur 2, avoir devant lui un enseignant qui puisse répondre à ses questions, qui puisse lui donner justement le savoir et l'éducation. Ça, c'est notre travail. Et cette montée progressive jusqu'à la semaine du 25, donc effectivement, à la fin du mois de mai, normalement, nous serons en régime de croisière. Donc si j'ai envie de dire oui, on va se retrouver avec les uns et les autres. Cette rentrée, elle est progressive. L'objectif, c'est la 3e semaine, celle du 25 mai. On arrive dans un régime de croisière. Attention, un régime de croisière dans lequel il y aura, dans les écoles, les collèges et les lycées, entre un quart et la moitié des élèves, suivant que les élèves viendront ou viendront pas, parce que certains préféreront continuer à travailler à la maison. Je rappelle quand même qu'à Mayotte, 2/3 des foyers n'ont pas accès à Internet. C'est ça. Il faut quand même le rappeler. Ouais, donc ces gamins ont besoin de retrouver le contact avec les profs. Il y a des élèves aujourd'hui qui sont en manque. Quelque part, ils sont prioritaires.
vous savez, la rentrée à l'école, c'est pas juste je viens à l'école et je m'agglutine quelque part. Rentrer à l'école en petit groupe, c'est être assis dans une salle qui normalement, des fois, contient 30 élèves et on sera entre 12 et 15 et même pour les plus petits, un peu moins. On sera assis. On aura en face de nous un enseignant, un adulte référent qui, et ce sera important, notamment pendant les premières semaines, va nous rappeler les règles de sécurité, les règles d'hygiène. Il y a un travail éducatif à faire. Vous allez et faire, ce déconfinement, contrairement à ce que j'entends ici et là, oui. on peut pas dire la première partie du déconfinement léger ou des déconfinements progressifs, c'est de laisser des jeunes aller faire du foot, aller s'amuser à la plage. Ben, moi, je crois en la valeur éducative. Et je pense que toute s'ils peuvent aller faire du foot et aller à la plage, ils peuvent aller à l'école. Eh ben, exactement. Et puis surtout, il faut qu'ils y aillent. Une société qui se construit, Mayotte qui a pris tellement de retard, avec l'État qui met tellement de moyens, notamment pour l'éducation, personne ne comprendrait qu'on n'en profite pas. On a bien compris que la rentrée scolaire se ferait le 14 progressivement, avec des classes bien plus allégées. On a bien compris. Mais comment vous allez choisir les gamins qui doivent rentrer ou pas rentrer? Imaginons que la moitié des élèves des parents veuillent mettre leurs gamins à l'école le 14. Le 14 au matin, tout le monde amène ses gamins à l'école. Comment ça va se passer? Comment vous allez faire le tri? Toi oui, toi non, comment vous faites? Alors justement, on a un plan. On a un plan et il y a une méthode. Alors, cette méthode, on l'a réfléchie, comme je vous l'ai dit, le ministre avec les recteurs, etc. Et puis le ministre a déjà donné quelques pistes. Oui. Et il y a des priorités niveau par niveau. À Mayotte, nous avons beaucoup d'élèves. Donc dans les priorités énoncées par le ministre, de toute façon, nous-mêmes, nous allons choisir parmi ces priorités des priorités, parce que comme je vais vous montrer, on aura même du mal à satisfaire dès le départ toutes les priorités. Pour les petits, le ministre dit les grandes sections. Les grandes sections, c'est un tiers. On commencera par les grandes sections à la maternelle. Donc tout le monde, c'est pas la peine que tout le monde vienne, c'est que les grandes sections. Que les grandes sections. Le message sera clair. Ensuite. Ça, c'est dans les écoles maternelles. Oui, mais donc gérées par les mairies. Voilà. Pour l'élémentaire, le ministre dit CP, CM2 et dans les zones dans les réseaux d'éducation prioritaire, puisque les CP et CE1 sont doublés, il dit CP, CE1, CM2. Nous, ce qu'on dit, c'est que 3 niveaux, c'est trop. Au moins au début. Et après, on verra. Bon. Donc on dit, alors on aurait pu dire CP, CM2, on va dire comme la priorité, mais c'est beaucoup plus facile chez nous où CP, CE1 sont déjà dédoublés de faire entrer CP, CE1. Donc plutôt de faire entrer CP, CE1, CM2, déjà, on en prend que 2 sur les 3. Et CP, CE1, ils sont déjà dédoublés. Donc vous voyez, sur l'ensemble des niveaux, CP, CE1 rentrent. D'accord. Donc ça veut dire... Sur le collège, je vais jusqu'au bout. Sur le collège, le ministre dit 6e, 3e. Nous on dit la moitié dès le départ. Pareil, dans des collèges un peu, même beaucoup, parfois surpeuplés. On commence par les 3e. Alors après, vous allez me dire pourquoi 3e et pas 6e. C'est les discussions qu'on a avec les organisations syndicales, avec les chefs d'établissement. Les 3e, c'est le brevet, c'est l'orientation au lycée. Donc, les 3e. Et ça, c'est pas la première semaine. C'est la 2e semaine. Parce que la première semaine, on ne s'occupe que du premier degré. Là aussi, pour y aller progressivement. Donc, 2e semaine, les 3e, un niveau sur 4. Et au lycée, alors le ministre dit terminale, première et les formations pro en atelier qui sont petits groupes. Nous on dit terminale première, ça risque de faire beaucoup de monde. Donc on choisit les premières parce qu'il y a le bac français, qui a aussi un choix d'orientation. Donc voilà, on choisit un niveau. Donc le message est clair, c'est simple. 3e, première et un certain nombre de formations pro, et là les chefs d'établissement feront aussi leur choix, il faut leur laisser un peu et des grandes marges d'autonomie, et ils communiqueront vers les élèves. Et puis on rajoute aussi toutes les classes à petits effectifs sur des publics très spécifiques, les élèves en situation de handicap dans les ULIS, c'est très important parce que ceux-là, ils ont particulièrement souffert de l'absence d'éducateurs. Les sections d'enseignement adapté, les SECPA, et puis aussi ce qu'on appelle les IPE2A, donc tous les enseignements en petits groupes pour les élèves allophones qui parlent pas français. Et généralement, c'est des classes où on est 12, 13. Donc celles-là, elles rentrent, et ce sont les élèves qui en ont le plus besoin. Donc on a mis comme priorité, évidemment, les priorités nationales, et puis localement, pour l'exemple des CP, CE1, eh ben, ce sont les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter. Donc c'est important que pour eux, cette année soit la moins perturbée possible. Alors après, on fait les choix. Et puis à partir de la 3e semaine, on va
adopter un roulement et faire en sorte que tout élève, alors dans le premier degré au moins une fois par semaine, à un moment, puisse venir à l'école, avoir une séquence éducative, repartir avec des devoirs et revienne une autre fois. On verra dans le second degré, et là aussi, une fois qu'on sera rentré, qu'on aura repris contact avec tout le monde, par demi-classe, par tiers de classe, et on dira de manière individuelle, enfin de tel nom jusqu'à tel nom, vous venez, et puis évidemment on essaiera de flécher les élèves qui en ont le plus besoin, parce que dans le cadre de la pré-rentrée, dans le cadre de la semaine du 11, c'est-à-dire pour nous les enseignants vont commencer la pré-rentrée le 13, 14, 15, dans le second degré, puisqu'ils n'y auront pas d'élèves, ils vont réfléchir justement à ce système de roulement, quels élèves en priorité, quels sont les élèves qui vont rester à la maison, parce que finalement à la maison tout se passe bien, j'ai Internet, je suis tous les dispositifs, je regarde Coesi TV, Coesi School, et tout va bien. Je peux aussi avoir accès au CNED, j'ai accès à la plateforme numérique de l'éducation nationale, tout va bien, je reste à la maison. Si tout va bien, tout va bien, je reste à la maison. Et tous les autres, effectivement, on met en place un roulement. Prenons un exemple très concret. Je suis parent d'élève, on est le 14 mai, j'ai un gamin qui doit rentrer en moyenne section. Le 14 mai, en grande section. Non, en grande section. En grande section. En grande section. C'est que les grands. Donc, grande section. J'ai un gamin qui doit rentrer en grande section. Quelle garantie vous pouvez me donner, moi en tant que parent d'élève, que mon gamin n'est pas en danger? Quelle garantie vous pouvez me donner pour me dire que mon gamin ne va pas attraper le coronavirus? Qu'il y aura de quoi, du gel hydroalcoolique dans la classe de mon enfant, que l'enseignant portera un masque, des gants, que le côté sanitaire sera respecté pour protéger mon enfant? Quelle garantie vous pouvez me donner? Alors là aussi de la méthode. Et quand je dis chacun doit parler pour son périmètre, c'est très important de le dire. C'est pas moi, aujourd'hui, qui vais donner la doctrine sanitaire. Chacun son métier. Chacun son métier. Moi, effectivement, d'abord, je mets en place, évidemment, tout le protocole pédagogique et éducatif. C'est important de revoir ce qu'on va dire aux élèves. Ça, c'est notre métier. Et puis, à côté, il y a le conseil scientifique qui, ce soir ou demain, nationalement, va donner un certain nombre de préconisations. Voilà. Ce dont vous parlez, donc, qui va les mettre en place, ces préconisations? Et derrière, effectivement, nous sommes en train, avec l'ARS, de mettre en place un groupe de travail. Parce que les préconisations, elles vont être larges, elles vont être quand même assez précises. Et nous, derrière, il faut qu'on les décline, qu'on identifie les problèmes, les points, les endroits où, justement, alors les adapter toujours par le haut. On ne va pas faire quelque chose de dégradé. Et donc, nous allons travailler pour mettre en place ces préconisations. Donc, deuxième étape, le spécialiste, l'ARS, qui nous aide. Troisième étape, effectivement, alors à nouveau, super préfecture qui a mobilisé tous ses sous-préfets, tous ses services pour que derrière on ait l'acheminement nécessaire. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas attendu aujourd'hui. Dès l'annonce du président, tout le monde est mobilisé. On se doute bien qu'il faudra des gels. On se doute bien qu'il faudra des masques. On se doute bien que... Quand vous dites on, c'est qui, monsieur Albou? Est-ce que c'est les maires qui vont être dotés de gel hydroalcoolique pour mettre dans leurs écoles? Est-ce que c'est le rectorat? Est-ce que c'est l'ARS qui va venir distribuer des masques et des gants? Comment ça va se passer? Alors, l'ARS fait des préconisations, et l'État, derrière, fait en sorte, le on, c'est l'État, donc on va dire préfet, recteur, et puis tout le monde, derrière tous les services et toutes les forces de l'ordre, et puis évidemment tout ce qui va nous permettre d'assurer cette logistique. Et les maires ont leur rôle à jouer. Moi, j'en ai eu certains au téléphone. Dès l'annonce du président, mardi, mercredi, j'ai appelé les uns et les autres. Certains m'ont dit, monsieur le recteur, dès que le président a parlé, nous, on s'est mis en ordre de marche pour être prêt le 11. Alors, ils rencontrent des difficultés, l'État est là. Et l'État va les aider, l'État va payer. Je vous assure que beaucoup de maires ont dit ça. Puis certains ont dit, non. Je ne vais pas citer 2-3 communes. Ça a été dit, c'est celle de Tigoni avec Mohamed Bakar et Sada avec Anchia Bamana. Ça a été dit sur ce plateau. C'est vous qui l'avez dit. Tout à fait. Donc il y a des communes qui sont plus frileuses que d'autres. On va les aider encore plus. Il faut qu'on les aide. Il ne faut pas que les élèves de ces communes-là, on va dire, soient pénalisés. On a des maires qui nous appellent peut-être à leur manière à l'aide, et on aidera. Ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, l'État ne compte pas ses sous. L'État veut aujourd'hui, effectivement, que cette reprise se passe le mieux possible. On y mettra les moyens, on se mobilisera tous. Moi, je comprends qu'un maire, aujourd'hui, qui a des responsabilités, émette des réserves.
on a un certain nombre de réserves, à nous d'y répondre. Quand je dis nous, c'est le préfet, effectivement, avec tous les moyens logistiques, et toute la mobilisation de ces équipes, et le recteur, effectivement, derrière, qui va accompagner ce processus, parce que nous non plus, nous ne rentrerons pas dans des locaux qui ne seront pas adaptés. Nos personnels ne voudront pas, et moi, le recteur, je ne voudrais pas non plus mettre en danger mes élèves et mes personnels. Voilà, personne n'a envie de mettre en danger qui que ce soit. Donc, je vous dis quand même qu'on a 3 semaines entre maintenant et les 14. Nous avons 3 semaines. Généralement, une rentrée, même la grande rentrée d'août, quand on rentre le 24 ou le 25 août, on ne commence pas à la préparer le 4 août. Ouais. On n'est pas mobilisé pendant 3 semaines à 100% à ce moment-là. Alors là, il nous faudra ce temps. Les conditions sont un peu particulières. C'est très particulier. C'est différent. D'un autre côté, il y a une mobilisation énorme. Et puis, comme je l'ai toujours dit, si dans certains établissements, on doit décaler la rentrée, comme d'ailleurs on le fait à d'autres rentrées, il y a des fois où les travaux sont pas finis. C'est vrai, c'est arrivé. Et c'est arrivé, alors ça fait la une des journaux. Sauf que là, sauf que là, il va falloir désinfecter les classes. Alors, il va falloir les... on nous disait que... Mais j'espère qu'on désinfecte à chaque fois. Non, mais au-delà de ça, j'espère qu'on désinfecte à chaque fois. Ouais. Enfin, tout le monde dit, aujourd'hui, il va falloir désinfecter et mettre, je ne sais pas, de l'eau de Javel. Enfin, moi, je ne suis pas... Non, mais on nous dit qu'il faut des sociétés particulières pour désinfecter et lutter contre le coronavirus. Ça fait, dans la plupart des écoles, quand même depuis la fin février, que personne n'y a mis les pieds. Ouais. Le virus, on ne sait pas combien d'heures, des fois 2 jours, il survit. Puis fin février, s'il y avait quelque chose, voilà. Alors, il y a peut-être des établissements, effectivement, qui ont accueilli du public sur lesquels il faudra être vigilant, mais commencer à dire qu'il faut des équipes spécialisées, comme si on quittait une chambre d'hôpital dans laquelle il y avait un Covid+, faut relativiser. Ouais. Par contre, effectivement, désinfecter, avoir les produits qu'il faut pour que nos élèves soient bien accueillis, c'est normal. Et j'ai envie de dire, on est en train de passer un test, là. Moi, on me dit toujours, à Mayotte, nos écoles sont sales. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça dans l'absolu? Non. Voilà. On nous dit à Mayotte, les élèves peuvent pas se laver les mains. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est aussi l'occasion de réagir. Voilà. Et on va accompagner tout le monde. Monsieur le recteur, on a plein de questions qui arrivent et c'est normal. Les familles, les élèves se posent des questions. Alors on va essayer de vous les poser rapidement, Camar, et avec des réponses rapides du recteur pour essayer d'en poser un maximum. Alors moi je poserai la mienne qui est très courte à la fin, mais je vous pose une question. Une personne qui dit: ma femme travaille à l'internat de Tsarano, qu'en est-il de l'internat, est-ce qu'il sera ouvert ou pas? Alors, c'est une question qu'on se pose parce que pour l'instant, il est utilisé évidemment pour l'accueil des patients Covid+, qui n'ont pas besoin d'une hospitalisation, mais qui n'ont pas non plus les moyens de se confiner chez eux. Nous verrons là aussi, en fonction de la situation, avec l'ARS, si on peut libérer l'internat. Si on peut libérer l'internat, effectivement, alors là, pour le coup, on ne va pas le désinfecter, on va vraiment faire tout ce qu'il faut du point de vue sanitaire pour qu'il y ait plus aucun problème et qu'on puisse le réinvestir. Ça, c'est à discuter avec l'ARS. Il est clair que c'est une question qu'on se posera. Je vous rappelle que pour les collèges et les lycées, là il s'agit des lycées, la rentrée commence le 18, ça nous donne une semaine de plus, et en plus elle est progressive. Donc on va dire, on a entre 4 et 5 semaines pour traiter cette question de l'internat. C'est une bonne question. Encore une question. Une personne qui demande: qu'en est-il des enseignants hors Mayotte? Alors, oui, parce qu'il va falloir les faire venir aussi. Aujourd'hui, les enseignants hors Mayotte, c'est entre 1 et 2% de nos enseignants. Donc on relativise. Et de toute façon, on aura d'autres enseignants qui, parce qu'ils ont des pathologies lourdes, quelqu'un de malade à la maison, aussi des enfants dont il faut s'occuper qui ne seront peut-être pas scolarisés, qui eux aussi ne pourront pas être en présentiel. De même qu'on a des familles qui préféreront garder leurs enfants à la maison. Donc ça, il y aura un état des lieux à faire. Donc ces enseignants-là, ils ne sont pas indispensables à la reprise. Certains, et on peut le comprendre, ont envie de revenir. Ils ont envie d'enseigner, ils se disent quand même, ça y est, c'est la reprise, moi j'ai envie d'en être. Donc on a posé la question. Et de même qu'il y a des étudiants mahorais qui demandent à être rapatriés, on a ces enseignants qui demandent à être rapatriés, on les met dans la liste. Moi j'ai dit, s'ils reviennent, je parle des volontaires, tant mieux. Si leur retour est différé, ils continueront à enseigner à distance, on s'adaptera. Effectivement, s'il y a des avions pour faire revenir, ils reviendront et ils seront soumis évidemment aux mêmes conditions de confinement, de quatorzaine qui seront définies par l'ARS et les mêmes évidemment. Voilà. Allez, dernière question qui est 8h. Moi, c'est la mienne. Est-ce que parce que quand on écoute nos chercheurs médecins,
tester. Exactement. Est-ce que pour la sécurité, la confiance de ces enseignants qui vont ouvrir progressivement, est-ce que déjà pour mettre en confiance les parents, ne pas tester la personne, dire voilà, on l'a bien testé, c'est l'un des enseignants. Chaque enseignant qui pourra rentrer dans une classe sera testé. Il ne l'a pas parce qu'on peut tous être porteurs sains, monsieur le recteur, sans même le savoir. Mais pour le parent qui sait que cette personne a été testée, donc on vous confie les élèves. Est-ce que c'est pas rassurant? Il y aura des préconisations nationales et nous les respecterons. Moi, aujourd'hui, on ne va pas, sur ces histoires de tests, de masques et autre chose, faire différemment, ni moins, ni plus. On essaiera de faire mieux, hein, évidemment, que les préconisations nationales. Mais là-dessus, il y aura des préconisations nationales. Et on peut le comprendre. Hein. On va dire, en métropole, tout le monde n'est pas contaminé non plus. Hein. Bien sûr. Je pense qu'on dit qu'il y a 8% peut-être de la population qui l'a été. Donc, il en reste encore beaucoup. Oui. La même question se pose donc aussi en métropole, et nous appliquerons les mêmes réponses. Donc si on doit tester, on teste. Si on dit il y a un protocole et on teste les cas suspects, les cas contacts, et on le fera aussi. Je sais que l'ARS est en train de développer et en train de monter en puissance sur les tests. Évidemment, c'est important. Plus on a de tests, plus évidemment on va voir aussi apparaître dans les chiffres des cas. Donc, forcément. Là, je prépare un peu la population à ça. Hein. Mais aussi, plus on aura une bonne connaissance, bien sûr, là aussi, de l'évolution de l'épidémie. Et c'est important, justement, d'avoir des tests. On a des équipes de statisticiens qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur des modèles. Plus on testera, plus on y verra clair sur l'évolution de l'épidémie à Mayotte. Vous êtes un enseignant, au fond de vous-même. Ah, bien sûr. C'est votre premier métier. De voir des classes vides comme ça actuellement à Mayotte, ça vous arrache les tripes? Alors, moi, ce qui m'arrache les tripes, c'est surtout parce que les classes vides, aujourd'hui, à côté, il y a des enseignants mobilisés pour faire l'école à distance. C'est vrai. Donc, disons quand même les choses. La plupart des élèves aujourd'hui sont en contact avec leurs enseignants, suivent des cours à distance, et ça me réjouit. Il y a une mobilisation mais énorme du corps enseignant. Mais moi, ce qui ne me réjouit pas, et ce qui m'attriste profondément, c'est qu'on a à Mayotte énormément d'élèves qui sont en train de complètement décrocher. D'ailleurs, on le voit un peu en se promenant. Hein. Il y en a qui sont complètement en train de décrocher. On évalue, pour certains niveaux, à plus d'un quart d'élèves qui sont complètement hors système. On ne peut pas se résigner à ce que ces élèves-là, pendant 6 mois, n'aient pas accès au savoir, n'aient pas accès à l'éducation. Et donc, on fera tout pour que ces élèves-là, même un petit peu, retrouvent le chemin de l'éducation et du savoir. Et puis il y en a d'autres, monsieur le recteur, c'est la dernière question, parce qu'il est très tard, on a explosé tous les compteurs, qui vont à l'école alors qu'ils ne sont pas autorisés, notamment dans certaines écoles du côté de Dzaoudzi, l'abattoir, on l'a vu, c'était dans l'actualité. Certains sont rentrés, ont tout saccagé, des actes de vandalisme. Comment on peut éviter ça? Vous savez, il y a toujours à la violence de réponse. Il y a la réponse immédiate. Camar va dire, voilà, je fais la com du préfet, mais quand même, on a aujourd'hui une mobilisation énorme des forces de l'ordre, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des intrusions dans nos établissements, les forces de l'ordre, que ce soit la police et la gendarmerie, sont toujours intervenues très rapidement et ont pu mettre en fuite justement les jeunes dont vous parlez. Et puis, la réponse de fond, on la connaît tous. C'est l'éducation, c'est l'école. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être venu sur ce plateau. Pardon à tout le monde, il est 8h08. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.